c'est la crise, est-ce qu'on aura encore assez de gaz, on en est où, mince, la Russie a limité les approvisionnements, voire les a arrêtés en septembre, et ça va nous impacter dramatiquement. Alors, pas tout à fait, parce que quand on regarde d'un point de vue énergétique France, la part du gaz russe, c'est 17% de 20% de la consommation. Donc au final, c'est pas tant que ça. Ensuite, là, c'est ici, non, merci. Ça, c'est un petit peu pour l'origine du gaz et notamment la part du gaz russe. Bien entendu, hein, plus on va vers l'Est en Europe, plus les pays consomment du gaz russe. Et l'Allemagne est à 20-30%, et ainsi de suite. Il y a certains pays qui dépendent à 100% du gaz russe, ce qui n'est pas le cas de la France. Ensuite, quand on parle de consommation de gaz, à quoi sert le gaz en France? Donc, on consomme 470 TWh, donc ça, c'est les chiffres de 2021. Ça fluctue, des années, c'est 450, peut-être des fois, c'est 480. Et globalement, plus de la moitié, 60% à peu près, de cette consommation se fait en hiver. C'est logique, le gaz est quand même principalement utilisé pour le chauffage, donc c'est là où en hiver, on a la plus grosse consommation. À peu près 10%, alors en moyenne, en 2021, c'était 8%, mais on va dire 10% de la consommation de gaz est utilisée pour la production électrique. Donc ce sont dans les centrales à cycle combiné gaz, donc là, c'est des centres de production vraiment nationaux pour produire l'électricité. En France, hein, vous savez, on a une base de production d'électricité qui est principalement nucléaire, on a de l'ENR, mais on a ensuite des centrales d'énergie fossile, le gaz, le charbon et le fioul. On a ensuite à peu près un petit peu moins d'un tiers, c'est 28%, de gaz qui est consommé directement par des grands industriels. Donc, soit parce que ils ont besoin de gaz pour le brûler, pour leur process, soit des fois, ils ont besoin du gaz, mais le gaz, on va dire pur, donc vraiment la molécule de méthane, le CH4. Donc là, ils ne le brûlent pas, mais ils le consomment dans leur process pour le transformer en autre chose. Et globalement, on a à peu près les 2 tiers du gaz qui est consommé en France, qui est pour du chauffage ou de l'eau chaude. Et donc là, ça représente les 11 millions de clients, que ce soit le particulier, les collectivités, les entreprises. Donc c'est vraiment ce 2 tiers, on va dire, de consommation du gaz. Pour donner un autre ordre de grandeur, globalement, quand on regarde le côté vraiment bâtiment, on a un logement collectif sur 2 sur le parc entier en France qui se chauffe au gaz, on a une maison sur 3 et on a un bâtiment tertiaire sur 2. En résumé, il y a 40% des besoins de chaleur qui sont couverts par le gaz en France. Quand on regarde la part production d'électricité, donc je peux se rappeler, on était à 8% en 2021, on a alors 2 parties. À gauche, on a une carte de la France avec tous les cycles combinés gaz qui existent en France. Il y en a 12, donc on voit un petit peu où ils sont répartis. Et à droite, on a la consommation de gaz qui est utilisée par ces cycles combinés pour produire l'électricité. On a 2 couleurs, donc c'est de 2014 à 2022. En bleu, c'est la consommation sur l'année, et en jaune, c'est la consommation de janvier à septembre. C'est vrai, il faut que je précise, les slides que j'ai et que je vous présente aujourd'hui sont basés sur des chiffres qui datent de septembre. Donc, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois où je n'ai pas les chiffres. Donc, j'ai 1 mois et demi, 2 mois, on va dire, où je n'ai pas encore les données. En tout cas, on vous présente ici les chiffres également de janvier à septembre pour pouvoir faire un comparatif sur les différentes années. Et qu'est-ce qu'on observe? Globalement, les dernières années, on a consommé autour de 40-50 TWh de gaz pour produire l'électricité. Et cette année, en 2022, donc de janvier à septembre, ce qu'on utilisait avant sur une année pour produire l'électricité, on l'a déjà à peu près utilisé, vu qu'on a utilisé 44 TWh. Et a priori, on s'oriente vers du 50 voire 60 TWh de gaz qui sera consommé pour produire l'électricité, voire même un petit peu plus. Donc, on va presque doubler la consommation de gaz pour produire l'électricité d'un point de vue national. Mais j'y reviendrai après par ailleurs du pourquoi. Autre slide, et ici, je vous présente en fait l'appel de puissance que l'on a besoin sur une année, toute énergie confondue, en France, pour pallier à tous nos besoins énergétiques et notamment de chauffage. Donc, ce sont des courbes, mais attention, il ne faut pas regarder que les lignes, en fait, il faut regarder la surface derrière les courbes. Typiquement, je vais prendre la souris, normalement vous la voyez, ce sera plus simple. Alors, en abscisse, on a le calendrier d'avril à mars. Donc, évidemment, en été, on a moins besoin de se chauffer, on a toujours des besoins énergétiques, mais moins qu'en hiver. Donc, c'est là où on a un appel de puissance qui est quand même plus faible. Et en hiver, c'est là où on a le pic d'appel de puissance. Et globalement, on a un ratio de 4 à peu près. C'est un petit peu moins, mais 3,5, 4, on va dire. Comment se répartit cet appel de puissance en hiver?
Donc, on a une petite partie, c'est le bleu clair ici, où c'est de l'importation électrique que l'on prend d'autres pays européens. On a ensuite un talon en bleu foncé ici qui représente toute cette surface-là, où là, c'est la production nucléaire qui fonctionne en base. Ensuite, on a tout ce qui est thermique à flamme. Donc là, ce sont ce dont je parlais tout à l'heure, les cycles combinés gaz ou également le pétrole ou le charbon qui sont utilisés pour produire de l'électricité. On a ensuite une partie, c'est encore un bleu clair, mais un peu différent, qui représente la part des énergies renouvelables qui est utilisée. En jaune, c'est toute la part des énergies renouvelables, réseau de chaleur et le bois. En vert, la grande surface, c'est le gaz qui est utilisé. Et après, en gris, c'est tout ce qui est fuel, charbon, GPL et autres énergies qui sont utilisées dans l'industrie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en électricité, l'appel de puissance, alors ça représente une année moyenne, on est sur un hiver moyen, c'est à peu près 90 gigawattheures en termes de puissance qu'on a besoin pour passer un hiver, sachant que le gaz en fournit 125. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Dans la presse, qu'on voyait aujourd'hui, notamment, on parle des centrales nucléaires, que la moitié est à l'arrêt, EDF va essayer de les relancer. D'ailleurs, ce matin même, ils ont annoncé qu'ils pensent pouvoir relancer à peu près la moitié des centrales à l'arrêt avant la fin de l'année. Mais on est en tension sur la puissance électrique que l'on peut apporter, alors que sur le gaz, de un, on n'est pas en tension, on verra après pourquoi, mais en plus, on apporte en hiver moyen plus au final que l'électricité. On peut, entre guillemets, difficilement se passer de l'apport d'énergie qui est apporté par le gaz. Maintenant, on va passer aux infrastructures. Alors, on a une carte de la France avec plusieurs éléments. D'une part, on voit un petit peu tous les traits qui sont en vert et puis en violet. Ça représente tout le réseau de transport, les gazoducs, si vous voulez, que l'on a en France. Ce réseau, il fait à peu près 40 000 km. Et à cela s'additionne, on ne le voit pas sur cette carte, tout le réseau de distribution qui fait plus de 200 000 km. Donc, bon an, mal an, on a 250 000 km de réseau de gaz en France. Et si on le met sur une ligne, ça fait 6 fois le tour de la Terre. Ce gaz, il permet d'acheminer ce réseau permet d'acheminer le gaz qui vient aux frontières de la France, notamment par les bateaux méthaniers. Donc, on a 4 ports qui permettent d'accepter, de faire venir en fait ce gaz à Montoire de Bretagne, pas loin de Saint-Nazaire, Dunkerque, et 2 pas très loin de Marseille, Fos-Tonquin et Fons-Perros. On en a un 5e qui est en construction, il devrait sortir cet été, au Havre. Donc, ça permet de faire venir du bateau par méthanier, donc c'est du gaz qui est liquéfié pour pouvoir le transporter, et globalement, il peut venir de partout dans le monde. Ensuite, on a 6 points d'interconnexion, et là, c'est le gaz qui vient par gazoduc, de façon plus traditionnelle, on va dire, et ces interconnexions sont de la Norvège, Belgique, Allemagne, Suisse et Espagne. Et ensuite, sur le réseau français, on a plusieurs points de stockage qui permettent de stocker à peu près l'équivalent d'un tiers de la consommation de gaz annuelle, ou si on regarde que l'hiver, ça permet de consommer la moitié de la consommation de gaz sur une année hivernale. Et tous ces moyens ont une capacité à pointe, peuvent fournir une pointe. Et donc, si on les additionne, les thermométhaniers, ils ont à peu près 60 gigawatts. Les capacités d'import que l'on a via gazoduc, c'est une centaine, et les stockages ont aussi une centaine. Et donc, au total, le réseau gaz peut fournir, s'il y a un besoin, jusqu'à peu près 250 gigawatts de puissance. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, je remets la carte de l'appel de puissance, sur un hiver moyen, on a besoin en puissance de 125 gigawatts et le réseau est capable d'en fournir quasiment le double. Donc, tout ça pour dire qu'en France, le réseau est plutôt très bien construit et on n'est pas du tout au maximum de la capacité et on a de la puissance de pointe que l'on peut fournir si jamais il y a besoin. Donc ça, c'était un petit peu pour placer le contexte. Et maintenant, on va voir l'impact notamment de la crise russo-ukrainienne. Alors, si on regarde la carte de France à gauche, ça représente les flux de gaz entrant et sortant que l'on avait avant la crise russo-ukrainienne. Donc, les flèches en vert représentent les flux qui arrivent. Donc ici, on avait un flux, ça représente tous les ports méthaniers, donc on ne les a pas mis à tous les ports, il est représenté ici. On avait du gaz qui venait de Norvège, de Belgique, d'Allemagne, et on exportait à nos voisins suisses et italiens, et on exportait à l'Espagne. Ensuite est arrivée la crise russo-ukrainienne, et on observe plusieurs points. Déjà, le flux qui vient par bateau
a fortement grandi. Il a permis justement de pallier le manque de gaz qui arrivait de la Russie. Le flux norvégien est à peu près resté constant, mais premier point, au lieu d'avoir du gaz qui vient de Belgique, on exporte du gaz vers la Belgique. Donc nos voisins ont besoin de nous pour s'approvisionner en gaz. En Allemagne, il y a un mélange de plusieurs flèches, mais au début, une partie du gaz venait d'Allemagne, et en fait, ça s'est arrêté. Et là, depuis, c'était fin octobre, début novembre, on a même inversé le flux et on commence à exporter du gaz vers l'Allemagne. Et en Espagne, on a un équilibre parce que eux, ils ont aussi beaucoup de ports et d'infrastructures méthaniers pour faire venir du gaz par bateau. Et donc, en fonction des moments, soit on importe du gaz venant d'Espagne, soit on exporte. Mais grosso modo, comme on a un système gazier avec des ports qui permet d'importer du gaz un peu de partout dans le monde, la baisse des flux russes, voire l'arrêt des flux russes qui a eu lieu mi-septembre, a eu un impact qui a fait qu'on a augmenté l'approvisionnement par bateau et qui nous a permis notamment d'en apporter plus pour pouvoir soutenir nos voisins, comme ça fait, entre guillemets, ça rentre dans le cadre de la coopération européenne pour s'entraider. Un petit graphe qui représente les flux qui viennent par bateau des années 2018, 2019, 2020, 2021. Et on voit en fait que déjà, les approvisionneurs, les fournisseurs ont quand même anticipé et se sont dit « oulala, on aura peut-être un moment ou l'autre un problème d'un point de vue gaz russe ». Et donc du coup, ils ont anticipé et ils ont énormément fait venir du gaz pour pouvoir, par bateau, pour pouvoir pallier à ce défaut. Et on voit qu'on a explosé tous les records d'approvisionnement par bateau. Et en termes de remplissage des stocks, pareil, par anticipation, les marchés se sont dit on va peut-être remplir les stocks au cas où. Et en fait, on voit que en gris ici sur ce graphe, c'est la moyenne des taux de remplissage ces 5 dernières années. Et on voit qu'en 2022-2023, le remplissage des stocks est à son maximum. Et on a atteint le 100% de mémoire, c'était vers le 20 octobre des stockages en France. Hop. Alors, on va parler un petit peu maintenant de l'électricité pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe sur le gaz également. Alors, tout d'abord, le système électrique, j'ai un petit peu évoqué, il est sous tension. Pourquoi ? Déjà, on a eu un été globalement très chaud, avec des canicules, une sécheresse, et ça a impacté la production nucléaire. Au cas où, si jamais vous ne le savez pas, les centrales nucléaires, elles ont besoin en fait d'eau pour rafraîchir leur cœur. Et cette eau, très souvent, c'est soit le mer, soit c'est l'eau qui vient des fleuves. Et l'eau, elle est pompée dans ces fleuves et après, elle est rejetée, sauf qu'elle est rejetée plus chaude. Mais comme on avait des températures très élevées, l'eau des fleuves était également beaucoup plus élevée que d'habitude et on a des contraintes. On ne peut pas rejeter de l'eau à une température trop élevée, sinon ça impacte la faune et la flore. Et ça a fait que certaines centrales ont dû limiter leur production, baisser leur débit, parce que typiquement, le Rhône, la Seine, la Loire également, avaient des températures plus élevées que d'autres étés, bien entendu. Et donc, certaines centrales ont dû baisser leur production. En plus, c'est rajouté, vous l'avez sûrement entendu dans la presse, la moitié alors pas la moitié des réacteurs français, mais une partie des réacteurs français a eu des problèmes de corrosion sous contrainte et donc du coup a été mis à l'arrêt pour travaux, maintenance, vérification. Ce qui fait que depuis cet été, la moitié des réacteurs français étaient à l'arrêt. Et donc, littéralement, ça veut dire une baisse de 50% de la production nucléaire depuis le début de l'année. D'un point de vue production électrique des barrages, comme on a une sécheresse, un petit peu la même histoire, il n'y avait pas assez d'eau dans les barrages pour les faire tourner, et donc la production hydraulique est historiquement faible. Donc on se retrouve dans un système de production électrique français où le moyen principal, qui est le nucléaire, était sous contrainte. Alors EDF s'est engagé à redémarrer toutes les centrales fin d'année. Ils s'étaient engagés, c'était en septembre, mais en octobre, et d'ailleurs même ce matin, je crois, ils ont redit qu'ils arriveront peut-être à refaire redémarrer une bonne moitié, mais il y a quand même quelques centrales qu'ils n'arrivaient pas à faire redémarrer avant fin d'année.
probablement en janvier-février, mais ils n'arriveront pas à les faire toutes redémarrer. Donc, on a une tension sur la production nucléaire et a priori, elle va durer encore une partie de l'hiver. Et donc, pour pallier à ce manque de production d'électricité, ce sont les centrales thermiques qui sont sollicitées et principalement les centrales gaz parce que ce sont les centrales les moins polluantes par rapport au charbon et au fioul. Et depuis le début de l'année, et ça c'était le chiffre que jusqu'en septembre, donc aujourd'hui c'est encore plus j'imagine, les centrales gaz ont été sollicitées à 46% de plus par rapport aux années précédentes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réseau gazier qui fonctionne de son côté, il a besoin de fournir beaucoup plus de gaz pour produire l'électricité. Et en plus de ça, le dernier point, la France, dont depuis des années exporte de l'électricité à nos voisins, et on est devenu importateur. Donc on a besoin de l'électricité de nos voisins européens. Merci. Alors, quel est l'impact sur le prix? Ici, je vous propose, je vérifie l'heure parce que je peux être très bavard, ça va. Je vous propose une vue de prix du gaz et d'électricité depuis 2018. Le gaz est en bleu, l'électricité est en jaune. Alors, ce sont les prix spot, donc entre guillemets, c'est sur la bourse. Donc, ça ne reflète pas la facture que vous pouvez avoir, notamment parce que là, on parle uniquement de la molécule de gaz, de l'électron de l'électricité, si on parle de la matière première, on va dire, parce que derrière, après, sur la facture, déjà, ça dépend du contrat que vous avez avec votre fournisseur. Il se source pas à 100% sur le spot, mais en plus, derrière, il faut rajouter les taxes, taxes et contributions, tout ce qui est les frais de transport, distribution, la marge du fournisseur. Il y a d'autres éléments qui sont dans une facture. Pour revenir à cette courbe, globalement, on voit que les prix du gaz et l'électricité étaient à peu près stables depuis quelques années et ils avaient à peu près la même évolution. Depuis, on va dire, l'été l'année dernière à peu près, on était en sortie du troisième confinement de Covid et déjà là, en fait, on a observé, pas que sur l'énergie, mais sur le prix des matériaux, sur le coût de la vie, une augmentation un peu générale de plein de produits et c'est lié au fait de la reprise après Covid et notamment de la Chine qui a une reprise phénoménale et qui a pompé, on va dire, des matériaux, des matières premières, de l'énergie un petit peu partout. Et donc, c'est un peu un cumul de pas de chance parce que quelques mois plus tard, crise russo-ukrainienne, et donc ça a rajouté un élément sur déjà ce début de hausse du prix d'énergie. Excusez-moi. Et depuis, ça fait un petit peu le yo-yo. Et ce qu'on observe, c'est qu'on voit à peu près le prix du gaz et de l'électricité, même si l'électricité, il y a un peu plus de yo-yo, ils se suivent. Mais depuis janvier-février, on voit que l'électricité, le gap entre le gaz et l'électricité augmente à peu près d'une façon pas constante, mais presque. Autant avant 2021, on avait un prix d'élec qui est à peu près à 2-3 fois plus cher que le prix du gaz. Maintenant, on est plutôt dans les 3-4, voire 4-5 en fonction des moments. Donc, on observe une décorrélation entre le prix du gaz et de l'électricité. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Alors, pour donner une image de cette décorrélation, je vous propose ici, alors je remets des précautions, ce sont des prix observés en septembre. Donc aujourd'hui, ils sont plus ce qu'ils sont, bien sûr. Et c'était des prix observés en septembre, à gauche pour une consommation en septembre et à droite pour une consommation en hiver. Alors, on a les prix France, donc à gauche, on a le 111 pour le gaz et 377 en France pour l'électricité. Et on a les prix en Allemagne pour avoir une comparaison, 189 € du mégawattheure en Allemagne pour le gaz et 282 pour l'électricité. Et déjà en septembre, on observait qu'il y avait une décorrélation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et donc, ce sont les petits chiffres qu'il y a à droite. Et donc, en septembre, quand on regardait sur les prix sur la bourse, on va dire, des énergies, le gaz, il montait à 197 et l'électricité à 1333, alors qu'en Allemagne, le gaz était à 218 et l'électricité à 586. Et donc, autant en Allemagne, le gaz a augmenté et l'électricité, on va dire proportionnellement à peu près autant, un petit peu plus, mais ça reste encore dans les marges habituelles, on va dire, alors qu'en France, l'électricité a bondi. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie spéculation de la part des marchés, de la part des fournisseurs,
des acheteurs d'énergie. Et peut-être que la moitié, même 60% peut-être du prix d'électricité revient effectivement au coût de production et ce qui devrait être, mais il y a un bon tiers, même peut-être 30-40% du prix d'électricité où c'est de la pure spéculation parce que les acteurs s'attendent à ce que l'hiver soit, il va faire froid, il sera peut-être difficile, on aura peut-être des tensions sur la production électrique et donc du coup, comme un fournisseur, quand il a un contrat, il s'engage à apporter l'électricité après à ses clients, comme il a un doute s'il arrivera, et du coup, il marche plus cher. Donc, il se prend, ça inclut en fait une part de prise de risque qui est de 20-30%. Et donc, c'est pour ça que le prix d'énergie, surtout sur l'électricité, est en train de s'emballer. Et ça, derrière, l'impact, en fait, pourrait retomber sur les gaz, parce que plus il y aura une tension sur les réseaux électriques, plus potentiellement on va consommer du gaz pour faire de l'électricité, et plus du coup, ça va peut-être mettre un petit peu en tension le réseau gazier. Merci. Alors là, je parlais uniquement de ce qui se passe sur le marché, donc c'est la partie, ce que je disais, molécules et électrons. Néanmoins, les 2 tiers à peu près des consommateurs, même un peu plus de mémoire, consommateurs d'électricité en France ont un bouclier tarifaire. Ils sont au tarif réglementé qui est un bouclier tarifaire. Et à peu près, je crois, c'est 1 tiers, 40% des consommateurs au gaz particulier sont au tarif réglementé gaz. Et il y en a qui ont une offre de marché qui est indexée sur le tarif réglementé. Et donc, toutes ces personnes-là sont protégées par le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire qui a été mis en place en octobre l'année dernière, 2021, il a gelé l'augmentation du prix du gaz et il a fixé à 4% l'augmentation du prix de l'électricité pour justement protéger les ménages. Ce bouclier tarifaire va évoluer au 1er janvier et il va inclure en gros une augmentation de 15% du prix du gaz et du prix de l'électricité pour 2023. Je ne l'ai pas mis dans le slide, mais il y a également un bouclier tarifaire qui a été mis en place pour les copros et on va dire d'une façon plus large les chaufferies collectives. Il est un peu plus complexe, mais il donne un talon, on va dire. Il y a pas un talon, mais il y a une base, on va dire, qui permet d'être protégé et d'amortir un petit peu la hausse du prix du tarif réglementé en collectif. Merci. Alors, quels sont les scénarios pour cet hiver? À gauche, on a un premier histogramme avec 2 barres. La première barre, alors ça représente les consommations de gaz. Donc, on voit ce qu'on prévoit comme entrée de gaz, donc le gaz qui va arriver, qu'on pourra consommer. Donc, on a 125 TWh, ça sera des importations qu'on aura via les réseaux adjacents, donc de Norvège, alors je vais dire Belgique, maintenant on exporte vers la Belgique. En tout cas, c'est via les gazoducs, on va dire. On a à peu près une centaine de TWh qui viendra de nos stockages et on a un peu plus de 160 TWh qui viendra par bateau à nos ports, à nos entrées. Et on a une petite part, 3 TWh, qui est estimée pour le biométhane. L'histogramme juste à côté, ça représente les sorties, donc c'est vraiment le gaz qui sera consommé. Donc on estime que pour l'hiver, on aura une consommation de 309 TWh et qu'on va exporter 84 TWh à nos voisins européens. Donc, bon an, mal an, si tout se passe bien, on a un hiver moyen, c'est à peu près ce qui va se passer et le système est équilibré, tout va bien se passer. Maintenant, on va arriver dans un scénario où ça va moins bien se passer. Donc ça, c'est le graphique de droite. Hop, je prends la souris. Donc, si on a un hiver moyen avec une pointe de froid de 2%, ça veut dire qu'il y a 2% de chance que cet hiver arrive. Donc, c'est 1 fois sur 50. Là, on aura un manque par rapport à ce que j'expliquais, un réseau équilibré, un hiver moyen, de 1,4 TWh de gaz. Donc, ça représente 0,4% de la consommation hivernale. Ce n'est pas beaucoup, mais on aura quand même un manque. Si on a un hiver tel que 2012-2013, qui était un hiver froid, là, on va manquer à peu près 2% de la consommation d'hiver, ce qui représente 7 TWh. Et si on arrive, dans le cas très improbable, mais ça peut arriver, d'un hiver très froid comme on a eu en 2010-2011, là, il nous manquera à peu près 5% de la consommation de gaz pour cet hiver. Ici, on a une chance sur l'hiver froid moyen de 1 sur 50. Je ne connais pas les probabilités, mais à chaque fois, peut-être que là, c'est 1 sur 80 et là, c'est 1 sur 100. Donc, les probabilités sont vraiment de plus en plus faibles. Après, on l'a vu cet été et même dans les étés,
la météo ces dernières années elle commence à faire de plus en plus n'importe quoi avec le réchauffement climatique. Donc, les scénarios qu'on a classiques, on va dire, de probabilité d'hiver froid sont peut-être aussi un peu chamboulés. Néanmoins, on va prendre le pire des scénarios. En théorie, il nous manquerait 5% de gaz pour pouvoir passer l'hiver. Maintenant, on peut poser la question, comment on va faire dans ce cas-là? Alors, le premier point, évidemment, ça, c'est à la main des fournisseurs en fonction de leurs clients, de leurs appros, de ce qu'ils ont prévu, de l'utilisation qu'ils auront des stockages. Ils pourront déjà un petit peu jouer localement sur il y a un manque, peut-être que je vais mettre un peu là, parce que peut-être qu'on aura froid, une vague de froid qui durera 10 jours, et après on aura une vague plutôt douce, et du coup, ça se compensera. Donc là, ils auront un équilibre eux-mêmes à faire. Pareil avec nos voisins européens, en fonction des entrées et des sorties, on pourra, on va dire, déjà communiquer et s'adapter en premier levier. Ensuite, le deuxième levier, vous l'avez tous entendu parler, que ce soit en gaz, en électricité, mais autre énergie, le mot d'ordre, c'est un petit peu la sobriété, faire des éco-gestes, faire attention. Et on estime que si on chauffe de 1 degré de moins par rapport aux autres hivers, on pourra économiser 7% de la consommation de gaz. Et donc, si vous vous rappelez, je vous disais que dans un hiver très froid, il manquerait 5% de la consommation. Donc, rien qu'en faisant des petits gestes par-ci, par-là, en fait, on pourra largement pallier au manque de gaz. Donc, tout ça pour vous dire que le réseau gazier, on a du gaz, on n'aura pas de problème pour cet hiver et on va le passer sans souci. Hop, excusez-moi, je me permets, je crois qu'il y a des gens qui sont dans la salle d'attente, je vais les faire entrer. Hop, hop. Ensuite, même si ça vous concerne peut-être un petit peu moins, en tout cas en résidentiel, on est moins concerné. GRT a lancé une application qui s'appelle EcoGaz, tout comme RTE a lancé EcoWatt. Donc, ça reprend un peu le même principe que sur l'électricité. Hein. Ce sont plutôt pour les industriels ou les gros tertiaires, peut-être. Ils sont sur l'application et peut-être 24 heures avant, 2 jours avant, on va leur dire attention, on aura un pic de froid, est-ce que vous pouvez diminuer un petit peu votre consommation? Et ça permettrait d'avoir des éco-gestes et donc d'économiser un petit peu de gaz. Ensuite, le troisième système, c'est l'interruptibilité. Donc, il y a le même mécanisme, il y a le parallèle en électricité. Donc là, c'est un dispositif volontaire pour les grands industriels qui ont été identifiés, qui se sont dit, moi, dans mon process industriel, je peux réduire pendant quelques heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ma consommation de gaz. Et donc, dans ce cas-là, si jamais il y a besoin d'un risque extrême, ils reçoivent un message de GRT et du coup, ils peuvent diminuer leur consommation. Et ensuite, le troisième point, c'est le quatrième, pardon, c'est le délestage. Et donc là, ça concerne également les très gros consommateurs, donc toujours les industriels, les grands tertiaires. Et là, par contre, c'est sous décision du préfet. Si localement, dans une région, un département, il y a un manque de gaz pour X raisons, le préfet peut demander à ces personnes-là de diminuer ou d'arrêter leur consommation pendant quelques heures, pendant une journée. Mais ça, c'est vraiment le scénario extrême qui, a priori, comme je vous ai dit, juste en faisant des éco-gestes, en fait, on pourrait passer même un hiver très froid. Mais ce système a été mis en place parce qu'on ne sait jamais et comme ça, s'il y a besoin, on pourra l'utiliser. Sachant que ce système a été mis en place pour protéger les clients particuliers et pour protéger tous les bâtiments d'intérêt général, comme par exemple les hôpitaux ou les écoles. On ne va pas leur couper le chauffage parce qu'ils sont prioritaires, ce qui est normal, s'il y a du bon sens. À l'inverse du système électrique, là pour le coup, dans le délestage électrique, le système qui a été choisi, c'est de faire une coupure tournante de 2 heures sur une zone. Donc, par exemple, s'il y a besoin, toute la ville de Marseille, pendant 2 heures, l'électricité est coupée, mais plutôt chez le particulier. Et après, 2 heures plus tard, ça sera Montpellier, et ainsi de suite. J'ai presque fini. Comment faire pour sécuriser l'indépendance? Donc déjà, on l'a vu, oui, on n'a plus de gaz russe, mais on a réussi à s'approvisionner autrement. Donc en France, on n'en a pas besoin. Par contre, les autres pays européens en ont peut-être besoin. Et donc, plus nous, on limite notre dépendance au gaz qui vient d'autre part, plus on pourra aussi aider nos pays européens. Et une des possibilités, c'est le gaz vert, le biométhane, puisqu'on le produit localement et on l'injecte dans notre réseau. Alors aujourd'hui, on est même à 8 TWh et demi. Ça, ce sont les chiffres de septembre et à fin octobre, on a gagné 0,5 TWh. C'est une filiale qui boom, qui explose.
On a plus de 25 TWh de capacité qui sont enregistrés au registre des capacités. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 95% de chances qu'ils vont sortir dans les années qui viennent. Donc, ça veut dire que dans quelques années, on aura plus de 30 TWh de gaz vert produit en France. Pour donner un ordre de grandeur, le biométhane deviendra la première énergie renouvelable en France. La part de solaire thermique produit en France, je crois qu'elle est dans les 30 à peu près aussi. La part verte de tous les réseaux de chaleur en France, elle est à peu près à 15 TWh. Donc, on est vraiment, déjà avec nos 8,5, on est dans la cour des grands des ENR en France. Et comment on fera ce biométhane d'ici 2050? Parce que nous, notre but en tant que GRDF, c'est d'arriver à 100% de gaz vert en 2050. On vise 30% en 2030, même si, on va dire de façon prudente, on dit qu'on aura 20%, parce que ça reste des objectifs. Même le 100% en 2050, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais si on est à 75%, moi, personnellement, je serais heureux. Et il y a plusieurs façons de le faire. Avec la méthanisation classique que l'on a aujourd'hui, on a un gisement de 130 TWh. Alors, ça, ce sont des sources GRDF et GRT, mais l'ADEME a fait une étude, elle arrive à peu près aux mêmes conclusions. On a le potentiel en France d'arriver à 100% de gaz vert en 2050. On a une autre typologie, on va dire, de gaz vert, c'est la pyrogasification. Pour être très court, c'est du gaz vert qui est créé à base plutôt de déchets verts des communes, donc c'est plutôt du bois, des branches que l'on fait composter, on va dire, à haute température pour accélérer le compostage. On a l'hydrogène qu'on pourra injecter, on a la méthanation. Enfin, en gros, on a plusieurs technologies qui pourront tout ensemble avoir à peu près une production de 420 TWh de gaz vert, sachant que dans quasiment tous les scénarios, que ce soit l'ADEME, même Négawatt, je crois, alors c'est du prospectif, hein, en 2050, on estime que comme on fera de la sobriété énergétique, comme on fera de l'économie d'énergie, en 2050, on consommera plutôt 300-350 TWh de gaz et plus les 470 comme on fait aujourd'hui. Donc on a vraiment un potentiel plus fort même de production de gaz vert par rapport à la consommation, et on pourra même probablement exporter du gaz vert vers nos voisins. J'en ai fini, je crois. J'ai essayé de ne pas trop m'attarder, parce que je peux être bavard. Karine, je te laisse pour voir les questions, ou Guillaume, je ne sais pas. Oui, merci Pierre-Noël pour cet état des lieux rassurant pour cet hiver. Il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat, mais il y en a une déjà qui parle de qui pose la question de se dire que finalement on a bien rempli nos stocks pour l'hiver, mais si on regarde bien, on les a remplis au moment où le prix du gaz était presque le plus élevé, et que maintenant ça commence à redescendre. Finalement, est-ce qu'on n'a pas été à contre-courant et que du coup on va payer le prix fort? On parle d'un peu de prime aux spéculateurs. Alors, c'est une très bonne question. La réponse n'est pas facile. Parce que déjà, d'un premier point de vue, les fournisseurs, quand ils proposent une offre, ils ne prennent pas que le prix à l'instant T du gaz, ni le prix qu'il y a dans les stockages d'un été ou d'un autre. En fait, ils se sourcent de plusieurs façons. Ils achètent du gaz avec des contrats à long terme. Donc là, ils ont des contrats de fourniture avec des producteurs sur 10, 20, même 30 ans. Donc, ils ont une pool, en fait, une bonne partie de leur quantité de gaz qu'ils ont à disposition qui vient de ces contrats. Ensuite, ils achètent du gaz à 1, 2, 3 ans à l'avance. Donc, ça n'a pas le même prix non plus. Et après, ils achètent du gaz un mois à l'avance, ou voire même au jour le jour. Mais le prix du gaz au jour le jour, c'est celui qui est le plus dépendant de la bourse, parce que là, il fluctue vraiment en fonction de l'offre et la demande. Et donc, le prix, on va dire, élevé du gaz que l'on a depuis 6 mois, 1 an, la plupart des fournisseurs, ils l'utilisent, bien sûr, mais peut-être que ça représente que 10, 20%, 30% de leur prix total. Et c'est pareil pour le stockage. Ils n'utilisent qu'une part du prix du stockage sur le prix global. Donc, oui, ça aura un impact, mais je pense qu'il sera quand même mesuré. Et après, en fait, là, effectivement, on observe
d'un certain point de vue, c'est catastrophique. Hein. J'ai vu des gens en short et t-shirt la semaine dernière et la semaine d'avant. On est début novembre, il fait encore super doux. On a eu le mois d'octobre le plus chaud jamais depuis qu'on enregistre en fait des températures en France, ce qui est pas normal. Mais si on a un hiver super doux, oui, le prix du gaz sera peut-être plus faible une partie de l'hiver qu'il a été cet été. Oui, mais si on a un hiver froid ou plus froid, il sera plus élevé. S'il y a une escalation, je sais pas si ça se dit, une escalade dans la crise russo-ukrainienne ou qu'il y a une nouvelle crise géopolitique, ça pourra également impacter. Donc c'est pour ça que je dis que la réponse, elle est un petit peu difficile à donner. Merci. Moi, je me posais, il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver. Ouais, J'en profite pour poser ma propre question aussi. bien sûr. Je reviens sur plus sur les copros. Les copros, tu parlais d'un bouclier tarifaire quand même pour les copros. Mhm. C'est tous les copros qui ont des contrats avec du coup, GRDF, etc. Tous ceux qui sont sur des fournisseurs autres ne sont pas couverts, j'imagine. C'est un peu comme pour les particuliers. Alors attention, GRDF n'est pas fournisseur, on est distributeur. Alors effectivement, le bouclier tarifaire, que ce soit en gaz ou en électricité, il concerne uniquement les clients qui ont un contrat au tarif réglementé. Or, le tarif réglementé, ce sont que les fournisseurs historiques qui peuvent le proposer. Donc, anciennement GDF, donc aujourd'hui CNJ, et EDF. Mais il y a aussi des entreprises, c'est historique, hein, plus petites, par exemple des villes qui ont des concessions qui ont également la fourniture, comme par exemple GEG à Grenoble, ou Gaz de Strasbourg, ou Gaz de Bordeaux. Eux aussi ont des tarifs réglementés et ils peuvent le proposer. Mais oui, du coup, c'est vrai, uniquement ceux qui ont le tarif réglementé ont accès au bleu tarifaire directement, et indirectement, tous ceux qui ont une offre de marché, donc peu importe quel fournisseur, pas que les fournisseurs historiques EDF ou Engie, ceux qui ont une offre de marché qui est indexée sur le tarif réglementé ont de facto aussi le bouclier tarifaire, parce que comme c'est une offre qui est indexée sur quelque chose qui n'augmente pas parce que bouclier, bah, eux aussi, leur prix n'augmente pas. Je ne sais pas si j'ai à peu près bien répondu à la question. Ça donne des éléments. Et on a aussi là, on parle d'une hausse de 15%. Donc, c'était ce qui a été, j'ai entendu ça aussi à la radio. Est-ce que pour les copros et du coup, le bouclier tarifaire copro, c'est la même chose? Parce que je reviens, en fait, j'entends qu'il y a beaucoup de communes, beaucoup de copros, beaucoup on va dire, de gros consommateurs qui ont beaucoup plus de problèmes que des particuliers. J'avais un peu cette idée que les boucliers étaient assez différents parce qu'ils renégociaient leurs contrats tous les 2 ou 3 ans, que c'était pas le même fonctionnement. Et du coup, j'étais un peu posé des questions là-dessus. Et il y a une question dans le chat qui parle donc je le lis, hein, sur le disque vocal du gaz réglementé, ils indiquent une hausse de 60% du prix dès 2023. Vous nous avez parlé d'une hausse de 15% seulement. Je ne sais pas ce que c'est que le disque vocal du gaz. Et de quel prix on parle? Du prix tarif réglementé aussi? Moi, je te lis un truc sur le disque vocal du gaz réglementé, on parle de ça, ouais. Alors, la hausse de 15%, elle est uniquement sur le tarif réglementé pour les particuliers, mais du coup, ce n'est pas pour les copropriétés. Le bouclier tarifaire qui est mis en place sur les copropriétés, c'est, on va dire, je vais essayer d'être simple parce que le mécanisme est un peu complexe, mais globalement, le bouclier tarifaire pour les particuliers, tous les mois, la Creux a dit le prix du gaz, tarif réglementé ou d'élect d'ailleurs, non, pardon, c'est que sur le gaz, il devrait être de temps, mais le bouclier tarifaire dit que le prix de temps, et du coup, ça crée un delta entre le prix réel et le prix protégé. Et du coup, en copro, chaque copro a son contrat ou passe via un exploitant qui a le P1, et le prix, il est de X, on va dire, et du coup, le prix final, ça sera X moins le delta qu'il y a sur les particuliers. Donc, effectivement, chez certaines copros, peut-être que ça fera une augmentation au fait de 40% et pas de 15%. Chez certaines, ça sera 30%. Ça dépendra du contrat initial qu'a la copro. Je viens de voir juste passer à l'instant quelqu'un qui posait la question dans le chat. Est-ce qu'une copropriété pourra se chauffer au gaz en 2050 ? J'ai envie de dire oui, parce que pour l'instant, il n'y a aucune réglementation qui interdit de se chauffer au gaz, même dans le neuf d'ailleurs, mais ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Après, il y aura peut-être des orientations en 2040, en 2045, ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui interdit d'avoir du gaz et de le consommer encore jusqu'en 2050. Et moi, j'ose espérer qu'on arrive à transformer le gaz
à le rendre de plus en plus vert. Et donc, oui, j'espère qu'on pourra encore consommer des énergies renouvelables. Du coup, ça fait une petite transition aussi sur qu'est-ce qu'on appelle réellement gaz vert. Et ça rejoint une autre question. Parle-t-on de sa fabrication, de sa consommation? Ne produirait-il pas de CO2? Point Ouais. d'interrogation. Alors, le gaz vert, donc là, il y a plusieurs méthodes de produire, mais globalement, c'est un gaz que, on va dire, qu'on récupère au lieu de le lancer aux petits oiseaux. Pour faire une caricature qui fait sourire, mais qui est parlante, une partie de la production de gaz via méthanisation, on récupère les bousses de vache, pour être très caricatural, sauf que les bousses de vache dans la nature, une fois qu'elles ont fait leur affaire, ça rejette un petit peu de méthane, elles font des pets, ça rejette du méthane. Nous aussi, hein, en tant qu'humains, quand on pète, on rejette un petit peu de méthane à l'atmosphère. Et donc ça, c'est du gaz qui est balancé aux petits oiseaux. Et le méthane, à l'état naturel, a un pouvoir, un GWP, donc on va dire un pouvoir nuisif pour l'atmosphère et la planète, qui est beaucoup plus fort que le carbone. Et donc, au lieu de laisser ce gaz naturel partir aux petits oiseaux, on les récupère, on les met dans des composteurs géants, et donc on laisse composter, macérer, et en fait, on les récupère. Et derrière, oui, il sera probablement brûlé avec des chaudières, et donc ça va faire du CO2, sauf que l'impact, il est, je ne sais plus si c'est 20 fois moins ou 15 fois moins, mais du coup, pour la planète, au final, c'est mieux. Et donc, c'est ça qu'on appelle un gaz vert, c'est en fait du recyclage de gaz qui n'était pas utilisé, du coup, on l'utilise et on rejette moins de carbone au final. Si je devais caricaturer un petit peu l'image. Alors, il y a un commentaire qui parle de l'estimation justement du potentiel maximal de méthane qui serait de 3% selon une thèse de l'énergie finale. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a un biais, là on parle d'énergie finale, mais que donc le potentiel de méthane à horizon 2000 non, il n'y a pas l'horizon, mais bon, à horizon 2050, imaginons, pour le méthane, serait plutôt de 3% de l'énergie finale. Est-ce que ça correspond à tes chiffres? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. En gros, ça dit qu'en 2050, il n'y aurait que 3% d'énergie Voilà, il y a finale des qui serait. travaux qui montrent, enfin certains travaux qui ont été présentés par le Shift Project notamment, que le potentiel de production de méthane ne serait que de 3% de l'énergie finale consommée en France. Alors, je ne connais pas cette étude. En tout cas, si on reprend mon tout premier slide, où on avait à peu près 20% de la consommation de gaz en énergie finale, pardon, si 20% de consommation de gaz sur l'énergie finale en France entière, et donc, même si on a une réduction de la consommation parce que sobriété énergétique, parce que efficacité énergétique, et on arriverait à 15% de gaz en France en 2050, nous, on dit que du coup, on aurait 15%, vu qu'on arriverait à 100%, même plus, de NR via du biométhane, en fait. Et quand je dis nous, alors oui, GRDF et GRT, on en parle, mais même les non-gaziers en parlent, qu'on a le potentiel et on peut le faire. Donc, ce chiffre de 3%, il me surprend, pour être transparent. Après, on n'est pas si loin si tu me dis que le gaz, c'est 20% de l'énergie finale. Là, dans ton schéma, j'ai l'impression que ça fait un quart, à peu près la méthanisation. Non, non. Si... Alors, tout ça, c'est différents types de production de gaz vert, et du coup, D'accord, on aurait 420 TWh. ok. Donc on serait plutôt à 15% face Pour moi, on aurait aux 100% 3%. de gaz en 2050 qui serait vert et ça ferait 15%, Ça effectivement. marche. Donc une étude à étudier aussi. Ouais, je la connais Tu, pas, donc tu il regarderas le. faudrait voir les hypothèses et ce qui a été pris. Ça marche. Euh, donc j'ai un commentaire qui donne le gaz vert, évitement de méthanisation de l'air, qui est un facteur 15 fois plus nuisible que le CO2. Donc en gros, on récupère du méthane et on fait du CO2, ce qui serait potentiellement mieux, parce que c'est un gaz à effet de serre moins puissant. Mhm. Euh, si l'avenir énergétique, c'est le gaz vert, il faut déjà anticiper pour pouvoir atteindre 500 ou 600 TWh en 2050 et non pas juste 350, non? Mm. Alors, question très intéressante. J'imagine que l'idée derrière la question, c'est de se dire qu'en 2050, on consommera plus qu'on consomme aujourd'hui. Et alors, pour faire un parallèle, effectivement, j'ai parlé un petit peu d'électricité. Tous les scénarios, mais quasiment tous, que ce soit gaz, électrique, bois, toute énergie confondue, on dit tous, parce qu'on est positif, qu'en 2050, on va consommer moins. Or, si on regarde l'électricité,
Moi, je prends mon exemple, moi, à titre perso. Quand j'allais à l'école, je n'avais pas de smartphone, je n'avais pas d'ordinateur, j'avais rien. Quand je voulais appeler les copains pour jouer au foot ou j'en sais rien, on prenait le fixe et puis on appelait et puis ainsi de suite. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, si ce n'est plus. On a tous un ordinateur, si ce n'est plus, entre le travail et le perso. Et on a démultiplié la consommation à titre personnel d'électricité. Et en fait, euh, il y a quelques rapports qui commencent à sortir. Je me demande si RTE on n'a pas fait un, c'était fin du printemps, en se disant que bah non, on va pas faire de l'efficacité énergétique. Alors si on en fait, on diminue la consommation parce qu'on améliore les rendements, on a des produits de plus en plus performants, sauf qu'on démultiplie les produits qu'on utilise. Et donc en 2050, en fait, on aura encore plus de besoins de consommation, enfin plus de besoins d'électricité parce que plus de consommation. Or, pour le gaz, a priori, on en aura de moins en moins besoin. Donc, c'est ce que je disais, on estime à 300 TWh parce que le gaz, euh, on le voit un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, le gaz est plutôt carboné. On cherche plutôt à limiter la consommation de gaz et on a, sauf si ça change des technologies que je ne connais pas, on n'a pas démultiplié les usages de gaz. Le gaz, il sert à chauffer et à faire de l'eau chaude, globalement. Il y a une partie qui est utilisée dans les process industriels, une partie dans la mobilité, mais il n'y a pas non plus d'usage révolutionnaire où on n'aura pas si je dis presque une bêtise, on n'aura pas de smartphone au gaz, on n'aura pas de. Et donc, on n'a pas un besoin de démultiplier la production. Sauf si ça rentre dans, je sais pas, par exemple, un cadre européen où on en produirait beaucoup plus en France pour alimenter aussi, pour aider nos pays voisins. Il y a une question, donc Pardon, du coup, j'aimerais un commentaire où on l'utiliserait pour produire l'électricité. Alors, peut-être dans ce cas-là, effectivement, mais dans l'estimation des 350 TWh est pris en compte aussi la production d'électricité. Mais peut-être que demain, alors pour l'instant, la France, elle s'oriente vers une électricité qui sera quand même comme aujourd'hui, hein, avec une base principalement nucléaire. Donc peut-être qu'on n'aura pas besoin d'autant de gaz en plus vert pour la production électrique. Alors, il y a des infos comme quoi l'hiver 2023-2024 sera encore plus compliqué que le 2022-2023. Enfin, en tout cas, on entend dire dans les médias que l'hiver pas celui-là, celui d'après sera encore plus compliqué. Pourtant, nous avons plus de temps pour nous y préparer. Alors, pourquoi? Point d'interrogation. Est-ce que tu as Alors ça, des infos là-dessus? je l'ai pas entendu. Donc là, c'est vraiment hypothèse que je prends. Je suppose juste que, bah, en fait, on n'a aucune visibilité d'un point de vue géopolitique de comment va se poursuivre la crise russo-ukrainienne. Parce que là, on arrive, on va dire, à faire sans le gaz russe. Mais il y en a même qui parlent de peut-être qu'on partira sur une guerre un peu plus globale. Est-ce que ça aura d'autres impacts? Donc peut-être que c'est les incertitudes qu'il y a d'une façon générale pour l'année prochaine, l'hiver prochain, qui font que du coup les marchés ils anticipent et ils se disent mince, ça va être encore plus dur. Mais ça, c'est l'idée qui me vient là en improvisant, mais j'ai pas non plus ça, je sais pas trop pourquoi. Alors, nouvelle question un petit peu dans dans les horizons 2050. Alors, à ton avis, il vaudra mieux se chauffer à l'électricité ou au gaz en 2050? Ou alors, je rajoute un, faudra-t-il encore se chauffer si on a vraiment Alors, isolé fortement? alors peut-être, et ce que j'espère évidemment, dans les bâtiments neufs, on arrivera à s'en sortir sans chauffage parce qu'ils seront tellement bien isolés, tellement bien conçus qu'on n'aura pas besoin. Mais en 2050, je ne sais pas si vous avez l'ordre de grandeur, 1% des bâtiments neufs, enfin, les bâtiments neufs représentent 1% du parc de bâtiments. Donc, ça veut dire qu'en 2050, on aura encore au moins 60-70% des bâtiments qui seront des bâtiments qui sont existants, qui n'auront pas été construits. Donc, on aura les 2 tiers des bâtiments on aura probablement, et j'espère, fait des travaux sur le bâti, d'isolation et autres, mais je ne pense pas qu'on pourra se passer de chauffage dans ces bâtiments. Dans certains peut-être, mais pas dans tous. Et donc, oui, il faudra se chauffer probablement. Après, la question à quelle énergie, euh, c'est une bonne question. Moi, je suis partisan du mix énergétique. Il ne faut pas mettre tous les œufs au même panier pour avoir un petit peu de tout. Mais ça, je dis rendez-vous en 2050 et on en reparlera de ce qui sera fait. Il ne s'agit pas de science infuse. Hmm. Bon, je rappelle que on a des objectifs quand même dans la stratégie nationale bas carbone de tous les bâtiments niveau BBC ici de 2050. Donc effectivement, je te rejoins sur le fait que on renouvelle le parc immobilier que de 1% par an. Donc je suis d'accord on sera au niveau RE 2020, il n'y aura que 30% d'ici 2050. Mais nos objectifs sont quand même de rénover massivement le Exactement. parc existant.
même si c'est plus lent que prévu. En tout cas, on est en dessous de nos objectifs pour l'instant, on court après, mais en tout cas, c'est quand même ça aussi, et je pense que la partie sobriété elle va passer aussi fortement là-dessus si on arrive à tenir nos objectifs aussi sur la partie isolation. Et presque sûr, c'est qu'on aura besoin d'énergie dans les bâtiments, alors de moins en moins pour le chauffage, j'espère presque plus, mais par contre, on aura toujours besoin pour de l'eau chaude sanitaire, parce qu'a priori, on va toujours se laver, et donc oui, on aura besoin d'une façon ou d'une autre d'énergie dans le bâtiment. Alors, 100 TWh d'hydrogène injecté sur un réseau de gaz, est-ce que ça pose pas de problème de contrainte hydrogène et méthane? Alors, oui et non. Justement, GRDF, on travaille dessus, GRT aussi, depuis presque une dizaine d'années. Avant cet engouement, on va dire, depuis l'annonce de France Relance il y a un an par Macron, où la France s'engage énormément dans l'hydrogène. Alors, il faut savoir que l'hydrogène est une nanoparticule. Le méthane qu'il y a dans le réseau de gaz naturel est une microparticule. Donc, on n'est pas sur la même dimension, on va dire. Et le réseau gaz tel qu'il est aujourd'hui, il a été conçu, construit et il est exploité pour du coup du méthane qui est une microparticule. Donc, si on remplaçait 100% du gaz par de l'hydrogène, on aurait des nanofuites ou des nanoproblèmes sur le réseau. Et donc, on sait qu'on ne peut pas remplacer 100% du gaz naturel dans le réseau par de l'hydrogène. Par contre, on a fait des essais et on peut faire des mélanges. Et on sait qu'on peut injecter aujourd'hui jusqu'à 8% d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel et on peut même monter jusqu'à 14-16%. Et on est en train de faire des travaux pour voir si on peut monter jusqu'à 20% tout en gardant le même niveau de sécurité en termes d'exploitation et de conduite du réseau. Après, pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, l'hydrogène, on en produit quelques mégawattheures, peut-être quelques térawattheures en France, c'est très peu. Et même si on a 10% d'hydrogène qui est injecté dans le réseau, 10%, ça veut dire qu'on aurait 30-40 térawattheures. Et 30-40 térawattheures d'hydrogène produits en France, on aura peut-être en 2040-2050, mais ce n'est pas sûr non plus. Je crois que le temps avance et on aura peut-être encore une ou deux questions. Ouais. Alors, la production d'hydrogène est-elle très énergivore, demande-t-on? Voilà, vaste question. En fait, l'hydrogène, il me faudrait une demi-heure pour répondre. Pour la faire très court, l'hydrogène, en fait, ça peut être produit de plusieurs façons. On parle de couleur d'hydrogène. Typiquement, on a l'hydrogène vert, donc c'est l'hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau. Donc, on utilise de l'électricité pour craquer une molécule d'eau, et l'eau, c'est 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, et c'est comme ça qu'on récupère l'hydrogène. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le surplus d'ENR qui est produit. Par exemple, quand il y a trop de vent, on a plein d'électricité issue de l'éolien, entre guillemets, qui ne sert à rien, et ben on l'utiliserait pour faire de l'hydrogène. Donc là, ça coûte pas grand-chose, voire même c'est de l'hydrogène vert, donc de l'hydrogène renouvelable. Ensuite, une des idées des pouvoirs publics, c'est de faire de l'hydrogène bleu. Donc, c'est de l'hydrogène à partir d'électricité nucléaire. Donc là, on viendrait utiliser le surplus d'électricité nucléaire parce qu'une centrale nucléaire, ça... Alors, je me trompe toujours, je ne sais plus si il faut 3 semaines pour l'arrêter ou 1 semaine pour l'arrêter ou la relancer. Mais en tout cas, il faut plusieurs jours pour arrêter une centrale nucléaire. Et des fois, en intersaison, c'est plus pertinent de la laisser tourner. Et si on a un surplus de production d'électricité nucléaire, eh ben on l'utilise pour faire de l'hydrogène. Et donc, on parle d'hydrogène bleu. Et ensuite, on peut avoir de l'hydrogène gris, de l'hydrogène noir et encore d'autres couleurs. Ça, c'est l'hydrogène qui est produit à partir de charbon ou d'autres procédés. Et donc, c'est pour ça que le coût de production de l'hydrogène est très variable en fonction de l'énergie qui est en amont. Et d'ailleurs, l'hydrogène, c'est comme l'électricité, c'est une énergie finale. Donc, elle n'existe pas à l'état naturel. En tout cas, on ne peut pas la récupérer comme ça naturellement. Il faut un procédé de production derrière. Et donc, on aura probablement aussi un coefficient de conversion de l'hydrogène entre énergie finale et énergie primaire, comme on a sur l'électricité. Bien, merci Pierre-Maël pour tous ces éléments. On arrive au Oui, terme une de la question à réunion. poser, Ah, il y a c'est une question. possible. Alors, c'est la On dernière, peut la sinon prendre, pas on de a souci. promis aux gens de les libérer pour 14 heures. Une dernière Oui, question, on il vous n'y a pas de écoute. problème.
parce que vous ne l'avez pas prise. Jacques Maléco, je suis parisien et Moi, je j'entends m'occupe de rien par plusieurs contre. copropriétés. Attends. Et ces copropriétés, ce sont des copropriétés qui n'ont pas de chauffage commun. Ce sont du chauffage individuel par appartement. Et lorsqu'on fait les DPE pour essayer d'organiser la rénovation énergétique, on nous dit qu'il faut abandonner l'électricité pour le gaz. Et personne, j'ai trouvé personne au niveau de GRDF pour accompagner cette information et le suivi de cette rénovation énergétique. Alors, ma question, c'était, que pensez-vous de cette situation? Abandon de l'électricité pour le gaz et d'autre part, qui peut, chez GRDF, apporter un savoir-faire ou un accompagnement? Dites-moi si je me trompe, je résume. Donc, vous avez une copropriété où il y a du chauffage et de la production ECS individuelle, Oui, et on vous dit d'enlever l'électricité pour mettre du gaz pour respecter le DPE, c'est ça? voilà. D'accord. Qui c'est qui vous dit ça, si c'est pas indiscret? Les DPE, lorsque le DPE est fait, on vous dit, si vous voulez passer de G à E, eh bien, vous devez abandonner l'électricité et passer au gaz. Voilà. Alors, je suppose, mais du coup, ça, je ne connais pas le projet en détail, mais je suppose que ça vient du fait peut-être que la production d'électricité qui est utilisée pour le chauffage ou le CS, c'est des convecteurs électriques ou c'est juste un ballon électrique classique. Et donc là, effectivement, Ballon électrique classique. ouais. Là, effectivement, c'est possible que dans votre cas, il y a des cas où ça arrive où le gaz est plus pertinent parce que le rendement d'un ballon, c'est à peu près de 90%, une chaudière, c'est de 100%, donc c'est un petit peu meilleur. Donc, c'est possible. Et en termes de contact, je pense comment on va procéder. Si jamais vous avez des questions ou autres, je noterai la vous. N'hésitez pas à la poser à l'ASDER, qui du coup reviendra vers moi, comme ça je pourrai répondre. Votre projet, il est basé où? À Paris. À Paris? Ah, d'accord. Ah, j'allais dire, parce que là, en fait, effectivement, je connais les contacts des collègues sur la région. Je suis basé à Chambéry, mais à Paris. C'est à côté, c'est à côté. Ouais, bah, je vais essayer de regarder de mon côté et puis je donnerai à l'ASDER pour qu'il vous transmette un contact dans ce cas-là. D'accord, avec plaisir. Merci Pierre-Maël. Du coup, on va clore sur ces dernières discussions. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce dernier webinaire de la saison. Tous les webinaires que vous avez pu suivre de toute façon ou ratés sont du coup revisionnables directement sur le site du MOOC. Et nous recommencerons une prochaine session au printemps prochain avec de nouvelles interventions, nouveaux intervenants, nouveaux sujets. N'hésitez pas à nous faire part de vos sujets qui pourraient être intéressants et intéresser le plus grand nombre. Je vous remercie à tous de votre attention. Merci encore Pierre-Maël pour ton intervention et au plaisir de vous retrouver lors du prochain MOOC. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.